ça va quand même très 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 vite et c'est une responsabilité énorme. La French Tech, c'est pas la totalité du paysage entrepreneurial français. Les levées de fonds, c'est des moments incroyables. L'entrepreneuriat, c'est pas forcément de passer de 0 à 1 million en 2 ans. Ouais, c'est des questions dures, dis donc. Ouais, t'as vu, c'est pas La bulle rhétorique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Bulle rhétorique, le podcast où on parle de la parole sous toutes ses formes. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Stéphanie Delestre, qui est fondatrice de Kappa, qui est également fondatrice plus récemment de Volubile, qu'on a pu voir dans Qui veut être mon associé, qui commence pour nous, c'est demain, pour vous, c'est il y a quelques semaines normalement. Et puis surtout, puis aussi, qui a lancé récemment son podcast, On lâche rien. Ouais. Donc déjà, je suis ravi de t'accueillir. Tu as une bio avec déjà plein de choses à raconter. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus ? Non, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Bah écoute, je suis vraiment ravi de t'accueillir. Je suis fan de Qui veut être mon associé, donc là... Ouais, moi aussi. Parfait, j'ai l'impression d'avoir une star avec moi, quoi. C'est trop cool. J'adore. Donc là, l'émission va commencer, donc, comme je le disais, pour nous, demain. Déjà, j'ai une première question. Comment est-ce que tu t'es retrouvé là ? Comment est-ce qu'on est approché ? Est-ce que c'est toi qui candidate ? Est-ce que t'as demandé à participer ? Comment ça se passe ? Alors, j'étais une grande fan de l'émission, je le suis toujours. Je me disais que ce serait vraiment cool si je pouvais y participer, soit côté start-up, soit côté investisseur. Et en fait, j'ai été contactée par la prod. Une de mes amies leur a parlé de moi et ils se sont dit, pourquoi pas ? Parce que finalement, il y a quand même pas énormément de femmes entrepreneurs dans des startups tech, deep tech, IA, etc. en France. Et puis en plus, moi, je venais de vendre Kappa au leader mondial Adecco. Donc il y avait cet alignement un peu des étoiles qui faisait que c'était peut-être le bon moment pour eux. Ça a toujours été le bon moment pour moi parce que c'était un petit peu un rêve de participer à cette émission. En fait, je trouve que c'est tellement cool en France d'avoir une émission qui parle d'entrepreneuriat, qui parle des entrepreneurs en prime time, j'étais déjà et je suis toujours une grosse téléspectatrice, mais alors là, en plus de pouvoir y participer, c'était cool. Puis comme ça, je peux dire à ma mère, « Maman, regarde !» Je suis à la télé. Voilà. Moi, c'est un peu pareil d'ailleurs, mais on va juste peut-être m'apercevoir une microseconde dans les scènes de coupe, peut-être. J'accompagnais un start-upper qui présentait, enfin un start-upper, un entrepreneur qui présentait un pitch, mais pour l'instant, j'en dis pas plus. Et donc, tu as aidé à préparer son speech, donc l'écrire, le répéter Alors, il avait déjà un pitch qu'il avait préparé, mais on l'a revu ensemble. D'accord. Parce que je trouvais qu'il était un peu trop long. Et ce qui fait qu'il allait à 1000 à l'heure sur son pitch, il voulait tout dire, donc trop en dire. On a essayé de canaliser un peu. Quand vous verrez son pitch, vous le verrez sur les réseaux sociaux, je pourrais vous le raconter à ce moment-là. Mais c'est une boule d'énergie, ce gars. Il a une énergie incroyable. Et donc il fallait le canaliser un peu. Et ça passait par réduire le texte, lui dire d'y aller plus tranquillement, de se détendre, parce que si on en dit trop... Au final, j'imagine que surtout vous voyez beaucoup de pitch dans une journée, donc quand il y a trop d'un coup, j'imagine que c'est compliqué de tout retenir et de tout assimiler. Alors en fait, une journée type de Qui veut être mon associé, on arrive assez tôt le matin, entre 7h et 9h, ça dépend des jours de tournage. Là, on se retrouve le jury investisseur dans les loges, donc on s'habille, on est maquillé, coiffé. Et puis, on va arriver sur le plateau, donc on va découvrir le plateau, comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on ne connaît rien sur les startups et sur les entrepreneurs avant d'arriver le jour du tournage. Donc on ne connaît rien. Donc on arrive sur le plateau, on découvre le décor, et là on commence à essayer de deviner de quoi on va parler. Ça dure 5 minutes à peu près, le temps qu'on s'installe tranquille. Les entrepreneurs arrivent, et là on les découvre, on découvre leur pitch, donc ils vont pitcher effectivement, c'est eux qui vont raconter en premier leur histoire. Ensuite, on a le temps qu'il nous faut, mais qui doit être maximum de 20-25 minutes pour poser nos questions. Parce qu'en fait, l'objectif de l'émission, c'est de décider si on va investir ou pas. Donc en fait, on pose nos questions suite au pitch.
Et ensuite, on doit prendre notre décision. Est-ce qu'on souhaite investir ou pas? Et puis expliquer pourquoi. Ce qui est vraiment pas évident, parce que dans les fonds d'investissement, on reçoit des decks, on a le temps de les lire, on a le temps de faire son étude de marché, on a le temps de faire venir les entrepreneurs 2 heures, 3 heures, 4 heures, le temps qu'il faut, de les faire revenir. Alors que là, on doit faire tout ça en maximum 1 heure, 1 heure et quart. Alors après, bien sûr, c'est remonté pour l'émission. Oui. Donc chaque présentation dure, je sais pas, peut-être 15-20 minutes. Mais ça va quand même très, très, très vite. Et c'est une responsabilité énorme, quoi. Ouais, ça je confirme. Pour y avoir assez, c'est vraiment ça. Effectivement, on voit vraiment que vous découvrez en même temps. Il n'y a rien qui est joué. C'est pas du tout truqué. Non, c'est pas du tout truqué. Et moi, je me posais un peu la question avant. Je me disais, est-ce que malgré tout, vous n'avez pas un deck, un truc comme ça avant? Et en fait, vraiment pas du tout. Rien. Et justement, est-ce que tu choisis de la même façon quand tu es sur ce format-là de 1 heure, 1 heure et quart par rapport à un pitch un peu plus classique où effectivement tu vas avoir un peu plus de temps, éventuellement prendre des regards extérieurs sur le projet ou ce genre de choses? Comment est-ce que tu vas pas juger peut-être un peu plus à l'émotion aussi pendant sur un pitch? Si, tu as raison. Donc d'où l'importance de la qualité du pitch, des mots utilisés, de la façon dont les entrepreneurs vont présenter leurs produits. Tu as tout à fait raison. C'est un exercice très, très, très unique et où certainement on prend des décisions quelquefois qui peuvent surprendre. Ok. T'as un exemple en tête? Alors sachant que si c'est un exemple qui n'est pas encore diffusé, bien sûr, je ne diffuserai moi le podcast qu'après que ça soit passé. J'ai pas d'exemple parce qu'en fait, moi à chaque fois j'étais... je te cache pas que j'étais assez stressée parce que je trouve que c'est une grosse responsabilité. C'est-à-dire que les entrepreneurs arrivent, on envoie... Donc ils sont tous stressés, mais pour certains... Ça apparaît sur le plateau de façon très, très forte. Moi, j'étais très stressée aussi parce que je trouve que c'est une grosse responsabilité. Il y a des entrepreneurs qui ont vraiment l'impression de jouer leur vie. Donc, il faut à la fois les écouter, prendre une décision, l'expliquer de la façon la plus professionnelle et aussi la plus bienveillante. Parce que moi, c'était important aussi de montrer que... Quelquefois, et même souvent avant, j'ai été à leur place, donc je sais ce que c'est. Et donc, cette bienveillance, pour moi, cette qualité de bienveillance, elle est super importante à garder, même si nous aussi, on est dans le stress, on joue notre propre argent. Voilà, donc, et puis ça va super vite, quoi. Donc, en fait, tu as raison, tout est amplifié. Tout est amplifié. C'est ça. Le service est amplifié, la présentation est amplifiée, le pitch est amplifié, et on doit faire avec tout ça, mais en même temps, c'est une expérience incroyable. Ah ouais, ça j'imagine que c'est fou, parce que moi j'accompagne de temps en temps des ateliers pitch où je vois peut-être passer 10, peut-être parfois 15 projets. Là, en quelques jours, tu vois passer combien de projets? Oui, alors pardon, j'ai pas fini là-dessus. Oui. On voit en général passer 3 projets le matin et 3 ou 4 l'après-midi. Parce qu'en fait, comme je te l'ai dit... comme on ne connaît rien, entre chaque start-up, on retourne dans les loges, le temps que les techniciens installent le plateau, pour qu'on ne voit rien et qu'on revienne sur le plateau à chaque fois pour une découverte complètement neuve de la nouvelle start-up. Donc en fait, ça prend du temps d'installation pour les techniciens, pour régler les décors, à nouveau les caméras en fonction des décors. Qui sont d'ailleurs, je me permets juste de te couper là-dessus, qui sont ultra performants, les techniciens. Pour les avoir vus bosser, parce que nous on avait le droit de les voir installés du coup, même on les a aidés un petit peu. Ils sont d'une performance, ils sont incroyables. Franchement, il y a une équipe... l'équipe est incroyable. L'équipe de production, l'équipe des techniciens, très belle ambiance, donc très sympa. Donc... Parce que nous, on est baignés dans tout ça, on arrive un peu plus détendu de toute façon que les entrepreneurs. Oui. Et puis avec peut-être un peu moins d'enjeux, dans le sens où certes, il y a cet enjeu d'investir. Pour vous, là où pour eux, c'est vraiment le projet de souvent toute une vie. Je dirais pas ça, parce que tu vois, moi, par exemple, pour moi, je relance une boîte, j'ai un enjeu de crédibilité, j'ai un enjeu de notoriété, j'ai un enjeu... de professionnalisme. Donc non, on a tous quand même la pression par rapport à ce que les Français et les Françaises vont voir. Donc c'est important, quoi. C'est super intéressant parce que on pense, enfin en tout cas moi je pensais que au stress du côté de ceux qui pitchent. Et c'est vrai que j'ai jamais pensé à celui du côté des investisseurs. En tout cas... Alors,
Là où tu as raison, c'est que quand même les 4 mousquetaires qui font les émissions depuis 3 ou 4 ans, si tu veux, maintenant, tu vois, ils connaissent l'émission par cœur, ils connaissent l'équipe par cœur. Donc c'est... voilà. Mais pour Kelly, Tony Parker et moi, c'était la première fois. Et donc, les premiers jours, d'ailleurs, on se regardait souvent parce qu'on écoutait les anciens pour voir comment ils allaient réagir, pour comprendre comment ils intervenaient, à quel moment ils posaient les questions. Et surtout, à la fin, quand ils exposaient les raisons pour lesquelles ils investissent ou pas, voir comment ils faisaient. Donc, on était vachement à l'écoute pour prendre un maximum d'informations et les copier un peu quand même. Parce qu'on voit que eux, tu vois, ils ont la tchatch, ils ont le truc. Quand ça fait 3 ou 4 ans que tu fais ça, bon voilà, t'as compris comment ça marche, quoi. Ouais, bien sûr, je comprends. Justement, toi, sur les projets que tu as vus passer, alors, plutôt avant ça, est-ce que tu avais déjà investi dans beaucoup d'entreprises en tant que juste investisseur avant l'émission ? Non, parce que donc moi, avant, j'étais entrepreneur. J'ai fondé une société qui s'appelle Capa, qui a été la première plateforme d'intérim digital en France et qui a été achetée en septembre 2021 par le leader mondial Adecco. Et moi, j'ai toujours eu du mal à comprendre que quand tu es entrepreneur, tu puisses investir en même temps. Parce que moi, je bossais 90 heures par semaine, j'avais pas le temps de m'occuper des autres boîtes, de mon argent. D'ailleurs, j'en avais pas. Tu vois, donc et limite, je me l'interdisais en me disant, parce que quelquefois, il y a des gens qui sont venus me voir en disant, tiens, Stéphanie... tu as les bonnes compétences, est-ce que tu peux investir ou est-ce que tu peux être au board ? Et en fait, je me le suis toujours interdit en disant, non mais attends, moi mon métier c'est d'être entrepreneur, de m'occuper de ma boîte, de mes collaborateurs, de mes clients. Et déjà, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de 24 heures pour faire ça. Donc en fait, non, je l'avais jamais fait avant. Okay. Et j'avais juste investi après la vente de Capa dans une entreprise qui est en train de concevoir du cannabis thérapeutique pour soigner... les grands malades du cancer ou de maladies en phase terminale. Et cannabis extrêmement contrôlé, vendu à des laboratoires pharmaceutiques exclusivement. Donc, on est vraiment dans de la medtech. Voilà, parce que je trouvais que... Moi, j'ai perdu pas mal de membres de ma famille du cancer. Et je me disais, il y a peut-être quelque chose à tester là pour aider les grands malades. Et donc, je l'ai fait avec qui veut être mon associé après. donc en fait, c'était un énorme gap. Parce que là, tu passes... En fait, c'est pas juste que tu as découvert... C'est pas mon métier d'être investisseur. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas juste que tu as découvert l'émission, c'est que tu as découvert en fait l'investissement à travers l'émission. Alors, après, j'ai découvert l'investissement. On peut pas dire ça non plus. Parce que comme moi, j'ai fait des levées d'investissement, des levées de fonds pour ma boîte. Et que j'étais très souvent en contact avec beaucoup de fonds. Très souvent invité à des présentations. Donc c'est un milieu que je connais bien. Mais après, avec quand même ce côté unique d'être en direct, de prendre des décisions très vite. Voilà, c'est un métier d'investisseur un peu particulier dans qui veut être mon associé. Ouais, c'est ça. Parce que faut pas dire que ça se passe comme ça dès qu'on fait une levée de fonds ou quoi. Hein. Non, c'est rarement comme ça. En revanche, après, pendant l'émission, pendant l'enregistrement, tu t'engages. Et après, tu as des due deals où tu vois si tu vas... aller jusqu'au bout avec les entreprises avec lesquelles tu t'es engagé pendant l'émission. Mais en général, c'est ce qui se passe dans quasiment 100% des cas. Oui, ça c'est une question que j'allais peut-être te poser justement, de savoir comment ça se passait après. Est-ce que vous signez à la sortie du truc ? Est-ce que c'est une vérification si les infos qu'ils ont données sont justes, si elles voilà, sont c'est ça. Après, il y a comme une due deal où tu te rends compte, tu dis t'as dit ça, montre-moi tes chiffres, montre-moi ton évolution, comme une due deal normale pour n'importe quel investissement dans une entreprise. Et justement, tu parlais avant de levée de fonds. Donc tu me disais que tu avais levé des fonds déjà. Tu as fait combien de levées de fonds C'était pour Capa, j'imagine ? Alors moi, j'en ai fait pour Kype, qui était une société basée à Hambourg. Qui est devenu le numéro 1 des avis locaux et qui a été racheté par notre concurrent américain Yelp. Et donc, chez Kype, j'ai fait 2 levées de fonds, je crois. Et chez Capa, j'en ai fait 2. Une première d'1,7 million avec Partech et 360. Et une deuxième de quasiment 11 millions avec à nouveau Partech et 360 et à ce moment-là, Index. Et pour Volubil, donc ta nouvelle société, est-ce que t'en as déjà fait une ? Est-ce que tu prévois d'en faire une ? Pas encore. Pour le coup, j'ai investi dans ma société avec 2 cofondateurs, Julien Ross et Maxime Yanézeli. Là, on en est vraiment à l'étape où on a créé une machine qui s'appelle donc Volubil, qui est capable de parler et de réfléchir comme un être humain. Et cette machine
va être déployé dans des centres de relations clients ou dans des équipes commerciales pour faire des appels téléphoniques à des prospects, à des clients. Voilà. Et donc, on en est à l'étape là où la machine est créée et on est en test chez des clients pour voir si la machine marche bien dans tous les cas. Et ensuite, on va dérouler la commercialisation. Donc, en fonction de la durée des tests, on fera certainement une levée de fonds, mais on ne sait pas encore exactement à quel moment. Puisque une des questions, c'est justement une des bonnes questions, c'est à quel moment on doit faire une levée de fonds. Oui, parce que j'allais te poser après quelques questions sur la levée de fonds, mais on pourrait faire toute une émission juste sur la levée de fonds parce que c'est un process tellement complexe, tellement important pour les startups qu'il y a 1000 choses à dire dessus. Mais déjà, toi, est-ce qu'il y a un souvenir bon ou mauvais ou un truc étonnant qui te serait arrivé dans une levée de fonds ou une rencontre marquante ou quelque chose comme ça? La dernière levée de fonds, parce que c'est la plus récente, avec Index et Dominique Vidal. Moi, j'avais rencontré Dominique Vidal quand je travaillais dans le groupe TF1. Lui, il était patron de Yahoo Europe, parce qu'il venait de vendre quel coup à Yahoo. Et donc, dans ce cadre-là, et c'est lui qui m'a dit un jour, Steph, c'est le bon moment, il faut que tu te lances dans l'entrepreneuriat. Donc, d'abord, je suis partie diriger une start-up que je n'avais pas fondée, Kype, et ensuite, j'ai fondé Kappa. Et en fait, ce qui était l'anecdote, c'est que tous les ans, je le rencontrais et à chaque fois, il me disait bon, Stéphanie, ta boîte, c'est bien, t'en feras quelque chose de correct, mais bon, voilà, on se connaît trop. Et puis chez Index, on cherche vraiment des boîtes avec un potentiel énorme. Donc, j'investirai pas. Et puis un jour, on a fait un pivot chez Kappa. Et donc, on se rencontre comme on le fait 1 ou 2 fois par an. On va déjeuner ensemble et je lui raconte mon pivot. Et il dit rien. Et à la fin du déjeuner, on sort, il va à son scooter, il prend son casque de scooter et il me dit Stéphanie, je fais 1 ou 2 investissements avec Index en France. Cette année, ce sera toi. Et là, je me suis dit Wow, mais tu m'avais dit que tu n'investirais jamais. Et tu me dis, ouais, mais là, on ne peut pas passer à côté de ça. Donc là, ça a été, je m'en souviens exactement, l'endroit, de la température, de comment il était habillé, comment il a dit ça. C'était un grand moment parce que c'était tellement une surprise. Et en fait, qui était arrivé de façon simple parce que je pense que je l'avais convaincu grâce à ce pivot qu'on allait sur un très gros marché et qu'on savait, avec la technologie, comment aborder ce marché-là. Et puis, voilà, c'est un très, très beau fonds, Index. Alors, on avait déjà Partech et 360 qui sont 2 très beaux fonds. Avoir Index en plus, c'était le Graal. Et puis en plus, j'imagine que d'avoir quelqu'un qui change d'opinion, quelqu'un que tu connais bien, dont a priori tu connais la valeur, le fonctionnement. Exactement, et que je respecte énormément. J'imagine que là tu te dis, bon c'est bon, a priori on est sur la bonne voie, c'est que ça va rouler notre truc. Alors ce qui était rigolo, c'est que quand j'avais fait le pivot, c'est-à-dire qu'avant Kappa c'était un job board qui utilisait des nouvelles technologies de matching et d'IA. Et ensuite on a pivoté pour être les premiers à lancer une plateforme d'intérim digital. C'est-à-dire qu'on était une agence d'intérim mais sans agence et tout se passait sur le téléphone. Voilà. Et un des autres grands moments, avant la décision de Dominique Vidal d'investir chez Kappa, ça a été quand j'ai appelé mes clients pour leur dire voilà, on est en train de pivoter, on va faire de l'intérim. Et quand les clients, au bout de 2 minutes, me disaient mais attends Stéphanie, c'est génial, nous on veut y être, on a des besoins d'intérim, quand est-ce qu'on peut commencer avec toi? Et là, quand j'ai vu que les clients, au bout de 1 ou 2 minutes, avaient compris ce qu'on allait faire et tout de suite nous demandaient d'avancer avec eux et de leur trouver des intérimaires. Là aussi, avant Dominique Vidal, je me suis dit bon là c'est gagné quoi, parce que quand les clients sont là, après tout est plus facile. Oui, c'est ça. Puis ça prouve déjà la valeur du produit. Exactement. Ça prouve que ça fonctionne, qu'il y a un marché, qu'il y a quelque chose. Exactement. Et justement, est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui a une start-up qui se lancerait dans sa première levée de fonds? Des conseils sur comment se préparer, comment faire, où aller chercher les fonds, comment est-ce que tu ferais aujourd'hui si tu devais faire une première levée de fonds, pas une high level ou ce genre de choses, mais vraiment un début? Alors déjà, j'hésiterais pas à en parler en off à des VC ou à des petits fonds en leur disant voilà, pour déjà voir les premiers retours. De pas aller voir tout de suite le fond de ses rêves.
parce qu'on peut se prendre un no-go, quoi. Alors que d'en parler à des VC, de leur demander un rendez-vous en off pour leur présenter un projet, on va tout de suite voir si le VC il accroche ou pas. Donc s'il accroche, tant mieux. Et là, deuxième conseil, c'est encore mieux avant d'aller faire une levée de fonds, d'avoir des premiers clients, des premiers revenus, parce que ça démontre l'attraction du service ou du produit. Et puis, troisième conseil, d'ouvrir ses écoutilles. C'est-à-dire que pour moi, les levées de fonds, c'est des moments incroyables parce qu'en fait, on apprend toujours, soit sur nous, soit sur son produit, soit sur sa start-up. Donc, même les retours négatifs, en fait, il faut arriver à les entendre pour les corriger, voire même un peu stopper sa levée de fonds si c'est possible. Bon, comme c'est une première, c'est plus facile, voilà, un peu plus flex. Et donc, de bien écouter, de se dire, oulala, là là, il m'a dit ça, j'ai vu qu'à ce moment-là, il a levé les yeux, je l'ai un peu perdu, il y a quelque chose qui n'est pas bien passé. Donc, soit mon pitch, à ce moment-là, a perdu le VC, soit il a un doute sur le secteur ou sur le produit par rapport à ce marché, etc., etc. Donc, vraiment ouvrir tous ses sens, la vue, l'ouïe, et absorber ce qui nous est dit pour pouvoir le corriger très rapidement ou accélérer, au contraire, sur ces points-là. Donc y aller en fait avec une forme d'humilité pour savoir se corriger, accepter que c'est pas parfait et savoir que de toute façon... Pour ça, il faut pas le montrer pendant le pitch. Autrement, si tu montres que là, tu perds aussi en confiance. Faut aussi montrer que tu es confiant sur ton idée, ton marché, tes clients. Donc, il faut quand même y aller très, très sûr de soi. Mais ça, le très, très sûr de soi, il arrive avec tout le travail qui a été accompli avant. Mais je pense que la confiance en soi et l'humilité, c'est pas incompatible. Non, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est en gros, et justement, je pense que d'y aller avec justement cette humilité qui permet aussi de prendre confiance. Moi, on parle très souvent du mot de bienveillance, je trouve, aujourd'hui, qui est souvent très mal utilisé, je trouve. Je suis d'accord. Et moi, je commence toutes mes formations en disant la bienveillance, la vraie, c'est d'accepter, de dire ce qui est bien, et de dire ce qui devrait être mieux, ou ce qui pourrait être mieux. Oui, ou ce qui n'est pas bien. Ou ce qui n'est pas bien. Ouais. Et donc, mais aujourd'hui, il y a très très peu de Français et de Françaises qui sont capables de l'entendre, ça. Aujourd'hui, on est dans une société où on nous raconte n'importe quoi à n'importe quel moment, alors que finalement, l'être humain sait très bien ce qui se passe. Ou voilà, donc la levée de fonds, dans tous les cas, c'est un exercice pas facile. Et toi, c'est quoi la plus grosse difficulté que tu as eue sur une levée de fonds ? Parler anglais. Parler anglais, ok. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il y a beaucoup de très très bons fonds français avec des très belles histoires, des VC incroyables. Donc, on peut lever en France, mais il y a des moments où il faut lever avec des fonds qui sont internationaux et où là, il faut parler anglais. Et en fait, la difficulté de parler anglais, même si on s'entraîne, c'est qu'on n'a pas la même finesse dans ce qu'on va dire, dans les mots qu'on va utiliser à certains moments. Donc ça peut avoir ses avantages, mais moi ça me déstabilise un petit peu. Ouais, je comprends tout à fait, parce qu'on a, dans un pitch, finalement, il y a plein de choses qui se jouent sur la nuance des mots. Voilà. Et forcément, dans une langue qui n'est pas la nôtre, on va pas avoir la même nuance. Ouais. Et ça m'amène justement à une question sur le pitch. Donc là, tu as vu passer... alors au total, tu as vu passer combien de pitchs ? Parce que je sais plus combien de jours de tournage il y a sur Qui veut être mon associé. Alors, il y a... Je sais pas exactement, une dizaine. En fait, tout à l'heure, je lisais, il y a environ 4000 dossiers de candidature et il y a 60 startups retenues. Ok, ah ouais, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et donc là, Alors on tourne parce qu'il y a 5 fauteuils et on est 7 investisseurs, donc on tourne. Mais bon, donc t'en as vu quand même, j'imagine, une bonne cinquantaine ? Non, moins quand même, pense, ouais. Okay. Ouais. Mais ça fait toujours beaucoup. Ouais, non, c'est clair que ça fait beaucoup. Surtout que tu dois te prononcer sur chacun de ces projets, donc c'est ce qui ne doit pas être toujours évident. Et justement, est-ce qu'il y a un pitch qui t'a marqué dans toutes ces présentations-là ? Parce que plus original, parce qu'une histoire, parce que quelque chose comme ça ? Alors je vais te surprendre. Non. Ok. Moi, ce qui m'a plutôt marqué, c'est quelquefois des produits tellement évidents qu'on se dit mais pourquoi ils n'existent pas encore ? Ouais. C'est plutôt ça, moi, qui me marque. Et après, ce qui m'a marqué, mais ce qui m'a plutôt ému, c'est qu'il y a des entrepreneurs qui arrivent très, très stressés. Et en fait... souvent Anthony ou Eric ils disent « Oh mais t'as pas à être stressé, c'est la chance de ta vie, vas-y affirme-toi, machin ». Et non, moi je trouve ça normal parce que ça m'arrive aussi d'être stressé à certains moments. Ça dépend vraiment de notre histoire, de nos vécus, de nos forces.
Voilà, donc moi, les entrepreneurs stressés, c'est pas du tout une barrière dans la suite de la décision, quoi. Surtout que, en fait, pour moi, c'est même plutôt une bonne chose d'être stressé dans ces cas-là. Ça veut dire qu'on a conscience de l'enjeu, de ce qui peut se jouer. Mais c'est vrai qu'il y a des natures. Hein. Ouais. Souvent, par exemple, on dit aux États-Unis, dès la maternelle, on apprend aux enfants à arriver le lundi, ils vendent leur week-end. Donc, dès la maternelle, on leur apprend quasiment à se vendre. Donc après, c'est quelque chose qui devient complètement naturel. C'est pas du tout le cas de notre éducation en France. Faudrait peut-être qu'on change ça, d'ailleurs. Amen. Et donc, en revanche, il y a aussi des personnes qui arrivent, mais ultra naturelles, quoi. C'est comme si elles allaient boire un pastis le soir avec leurs potes et plutôt sain. Et donc, on se dit, waouh, il a de la chance. Mais après, il faut pas avoir l'excès inverse. Je me souviens l'an dernier d'un pitch, je sais plus comment ça s'appelait. C'était des gars qui avaient un restaurant où ils étaient arrivés avec une mascotte de dinosaures, etc. Et ça partait en live complet. Et pour le coup, il y avait un excès de confiance, je pense, ce jour-là. Leur projet était sympa, etc. Mais ça manquait de sérieux. On sentait que, pour le coup, effectivement, ils étaient avec des potes, ils s'éclataient, mais il n'y avait pas ce petit fond qui manque quand même, quoi. Ouais, alors après ça dépend aussi du produit, parce que quelquefois, si on lance un parc d'attractions ou un resto très trendy, etc., ça peut être une façon de montrer ou de se différencier. Mais après, c'est vrai qu'il faut mesurer en fonction de quel est l'objectif qu'on veut atteindre et quelle est l'image qu'on veut donner de notre marque, quoi. Et sur ces pitchs, pour toi, c'est quoi les 3 points qui vont te convaincre ? Est-ce qu'il y a 3 choses auxquelles tu vas faire particulièrement attention dans la présentation, dans le fond, la forme ? En premier, l'entrepreneur. C'est-à-dire savoir si... Et ça, c'est marrant. Alors, peut-être que c'est à cause du plateau, d'être dans une bulle, d'avoir ce temps. Tout est très bien scénarisé. On sent tout de suite si on a des atomes crochus avec l'entrepreneur. Atomes crochus, ça ne veut pas dire les mêmes passions, le même caractère. Mais par exemple, moi, je sais que pour avoir été entrepreneur déjà plusieurs fois, je sais à quel point il faut se remettre en question. Et on parlait d'écouter, par exemple, tout à l'heure, les investisseurs lors des levées de fonds, bien entendre les mots qu'ils utilisent, pourquoi ils utilisent ça à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête, qu'est-ce que j'ai bien fait, pas bien fait, qu'est-ce que je dois améliorer, etc. Là, en fait, moi, je regarde surtout si l'entrepreneur, il a une capacité à écouter et donc une capacité à écouter. Écouter, ça ne veut pas dire changer d'avis dès qu'il y a quelqu'un qui parle. Mais personnellement... Et avec mon histoire encore, je sais à quel point c'est dur d'être entrepreneur et d'arriver à faire grandir sa boîte, et que donc c'est important à certains moments de bien s'entourer, d'aller chercher les compétences à l'extérieur. Et il y a beaucoup de fondateurs qui ne sont pas capables de ça. Ils pensent que voilà, c'est leur boîte, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et moi j'ai du mal parce qu'on sait tous qu'il y a des moments où ça va être un peu moins bien. Même sur une boîte qui fait plus 100%, quelquefois... les investisseurs ou les fondateurs veulent que ça fasse 200, donc même à faire 100, c'est exceptionnel, mais ils voudraient que ça fasse 200, donc ils ne sont pas contents, bon voilà. Donc moi, le premier truc que je vais regarder, c'est est-ce qu'il est capable d'écouter et est-ce qu'il a vraiment envie d'être accompagné et de partager son aventure, y compris avec les investisseurs. En gros, souvent, il y a un peu justement 2 types d'investissement, de ce que je vois dans l'émission, avec certains qui vont dire, en gros, moi, je veux bien investir parce que je sens que ça va fonctionner, mais j'ai pas d'aide à t'apporter. Et d'autres qui vont dire, au contraire, moi, je veux te financer, mais je veux surtout t'aider et faire partie réellement de l'aventure. Toi, tu ferais plutôt partie... en général, tu as plus envie vraiment d'être partie intégrante. Non, ni l'un ni l'autre, mais qu'à un moment dans la vie de la start-up, s'il y a besoin d'aller chercher de l'aide à l'extérieur, mais pas que, par exemple, faire grandir une société, quand on fait 10 millions, c'est pas pareil que 100 millions, moi je l'ai vécu. Et donc, il faut structurer, il faut faire rentrer des C-level avec qui on n'a peut-être pas travaillé pendant 10 ans. Donc, tout d'un coup, faire rentrer des gens qui vont arriver avec leur expertise, mais pour lesquels il n'y a pas encore forcément la place dans la structure parce qu'on n'a jamais vécu comme ça pendant 10 ans, etc. C'est des moments très compliqués. Donc, vraiment, moi, ce que j'aime bien, c'est quelqu'un qui a toujours cette envie d'apprendre, de grandir, de se nourrir des autres, voilà. Et pas forcément d'être... obtus, même s'il faut avoir des certitudes. Donc tu vois, tout ça, c'est une alchimie très particulière. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je vais regarder si j'ai une affinité quand même avec... parce que moi, je suis une investisseur individuel. Je ne suis pas dans un fonds.
mais si j'ai une aptitude et une connaissance de ce service, de ce produit, ou alors peut-être que j'en ai pas du tout, mais en revanche, je vois tellement l'évidence de ce truc-là que je vais dire, ah ouais, ça, faut pas passer à côté. Et puis le troisième point, la taille du marché. Parce que moi, j'aime bien les gros marchés. Ça veut pas dire que quelqu'un qui va ouvrir sa pâtisserie, par exemple d'éclairs à Orléans avec une seule structure, je vais pas vraiment l'admirer. Au contraire, j'admire vraiment tous les entrepreneurs. Mais moi, je suis plutôt habituée, éduquée, et avec les méthodes, les outils, les process, etc. sur des gros marchés. D'autant que c'est un peu... Alors, c'est un peu particulier, je trouve, sur qui veut être mon associé, parce que c'est pas seulement des startups. Il y a des projets qui sont pas startups, in fine. Et donc, c'est vrai que cette notion de scalabilité, finalement, elle n'est pas toujours nécessaire dans qui veut être mon associé. Non, c'est aussi... C'est un show télé avant tout. Oui. Donc, c'est un show télé qui parle d'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'en France, aujourd'hui, et c'est tant mieux, l'entrepreneuriat, à la fois... il y a 10 ans, on pensait que aux startups quand on prenait le nom entrepreneur. Aujourd'hui, quelqu'un qui va ouvrir son restaurant, on va dire que c'est un entrepreneur. Quelqu'un qui va lancer sa boîte d'ambulance avec un peu d'IA, peut-être pour optimiser les parcours, etc. C'est un entrepreneur. Oui. Donc en fait, c'est vrai que l'émission, elle parle des entrepreneurs, mais de tous les entrepreneurs. C'est pour ça aussi que nous, côté investisseurs, on a des profils très différents et très complémentaires. Oui. Et il faut aussi qu'elle montre les tendances actuelles de la société, de ce que les gens ont envie de voir. Voilà, donc c'est un melting pot, je sais pas comment on dit, un mix très savant à faire. Et ça, c'est le boulot beaucoup de la production et du casting. Mais qui est très bien fait d'ailleurs, parce que je voyais sur LinkedIn certaines personnes j'ai vu notamment un commentaire qui disait c'est dommage, on montre pas assez la French Tech, on montre pas assez la tech française dans l'émission. Mais en fait, c'est parce que la French Tech, c'est pas la totalité du paysage entrepreneurial français. Exactement. Et je trouve ça, moi, pour le coup, remarquable. Effectivement, on met en avant la French Tech, il y a le FT 120, dont tu as fait partie d'ailleurs avec Kappa. Ouais, 2 fois. 2 fois ? Ouais. Bravo. Trop fier. et donc, il y a tout ça qu'on met beaucoup en avant. Et je trouve qu'effectivement, pour une fois, c'est l'occasion de voir aussi des entreprises un peu différentes, et que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément de passer de 0 à 1 million en 2 ans. Parfois, c'est un chemin un peu plus long, différent, avec d'autres enjeux, mais qui est finalement tout aussi enrichissant sur le fond humain. Et puis c'est vrai que, tu vois, on a beaucoup parlé des entrepreneurs dans la tech en pensant, tu vois, à de la tech, à du code. Ouais. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entrepreneurs dans la deep tech, et la deep tech, c'est des usines de batteries, c'est de l'agriculture extrêmement automatisée avec... alors oui, bien sûr, il y a des algorithmes, il y a du code, mais là, maintenant, le cœur du système, c'est de l'industrie lourde. Donc, en fait, le paysage entrepreneurial évolue, et c'est tant mieux, Ça, moi, je le vois aussi, d'ailleurs, dans tout ce qui est... La santé, enfin, j'ai plus le terme, mais... la medtech. Medtech, voilà. Dans la medtech, je vois alors un truc qui se développe là-dessus en France, j'ai l'impression qu'on est en train de carburer là-dedans. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle la révolution de l'IA, de l'intelligence artificielle, c'est très récent, hein, c'est début 2023. Donc ça a un peu plus d'1 an, c'est tout. Et en un peu plus d'1 an, en fait, il y a des grosses structures comme OpenAI, ou Mistral qui commence en France, qui mettent à notre disposition des outils qu'on n'avait pas il y a 1 an. C'est comme Internet qui n'existait pas à la fin des années 90. Quand Internet est arrivé, ça a révolutionné le monde. Là, on est à la 3e révolution. Il y a eu la révolution des PC. Je parle très court, hein, je ne remonte pas au chemin de fer, mais il y a eu la révolution des PC. Il y a eu la révolution de l'Internet. Et là, on est dans la révolution de l'IA. Et en fait, l'IA apporte des moyens extraordinaires. Par exemple, moi, je sais que trouver un radiologue en France, quelquefois, ça prend du temps. Aujourd'hui, l'IA, donc la machine d'intelligence artificielle, il y a des machines qui sont programmées pour être capables de lire des radiographies, de faire un diagnostic. Et donc, le médecin radiologue arrive et il a cette aide qui va contrôler, bien sûr, mais plutôt que de voir la radio, de la poser, de passer un quart d'heure à regarder, etc., la machine, elle aura peut-être lu 200 millions de radios qui ont été faites depuis 20 ans et qu'elle aura lu les diagnostics des médecins. Donc, elle est capable de faire des statistiques, des projections, etc. Et donc, aujourd'hui, par exemple, cette machine-là, elle est capable de poser un diagnostic et le radiologue va juste,
entre guillemets, parce que c'est quand même une expertise de 10 ans d'études et puis après de l'expérience, mais il va pouvoir lire beaucoup plus vite. Donc peut-être que de voir un patient toutes les 20 minutes, il va en voir 10 toutes les 20 minutes, parce que la machine... Et c'est ça l'innovation. C'est que, entre guillemets, l'homme devienne surdéveloppé grâce à la machine qui l'aide dans des centaines de tâches. Et l'intelligence artificielle va révolutionner des secteurs entiers. Elle va révolutionner la médecine, elle va révolutionner la finance, elle va révolutionner toutes les fonctions support dans les boîtes, la comptabilité, les achats, quoi. Tu vois, tout. Mais je pense qu'il n'y a pas, à mon avis, un seul métier qui ne sera pas impacté par ça. Mais ce qui me bluffe, je suis d'accord avec toi, parce que moi, j'ai perdu beaucoup de gens dans ma famille de maladies graves. Et je me dis que si on peut avoir des médecins qui sont surdéveloppés, tu vois, qui deviennent des super-héros héros, ils le sont déjà aujourd'hui parce qu'ils font, mais des super-héros parce qu'ils vont être capables de sauver encore plus d'humains grâce à l'IA. C'est juste extraordinaire. Et moi, je suis bluffée, quoi. Je lis beaucoup ce qui se passe dans la medtech et j'adore, quoi. Je suis assez épaté. Je travaille avec l'accélérateur Wilco, qui est un accélérateur de start-up, pour le coup, à Paris, et qui a toute une branche medtech. Et donc, plusieurs fois par an, je vais voir les start-up, je les accompagne sur leur pitch, etc. Et donc, j'entends leur pitch, et à chaque fois, je sors de là, j'ai entendu 5-6 pitchs de 5-6 start-up. Et je me dis, mais à chaque fois, je me dis, oh là, c'est sûr, ils peuvent pas aller plus loin. Et à chaque fois, j'y retourne et je vois des projets. Je me dis, vois, par exemple, moi, ma mère a fait un grave AVC. Les pompiers sont pas arrivés. Donc aujourd'hui, elle est en fauteuil. Eh bien, il y a une machine qui existe déjà, tu vois, que tu peux mettre dans une ambulance. T'arrives, tu sais déjà que c'est un AVC parce que juste, c'est comme une espèce de mini-scanner. Alors, je suis pas du tout médecin, donc ne m'en voulez pas. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Et donc, par exemple, cette machine va révolutionner la prise en charge des malades, mais juste au moment de l'AVC ou juste après, et pas se retrouver avec des centaines de milliers de personnes en fauteuil comme ma mère, quoi. C'est extraordinaire, et même sur des maladies orphelines, des choses comme ça. Bon, donc ce qui se passe dans la médecine est juste incroyable, et j'en suis très heureuse. Ce que je te propose, c'est qu'on va passer à un exercice que je fais à chaque fois, qui est la minute rapidité. Oh là. Je vais te poser toute une série de questions, et tu as 1 minute pour répondre à un maximum de ces questions. Oh là. C'est bon pour toi ? Ouais. Go. Ton orateur préféré ? Moi. Ok. L'entrepreneur qui t'inspire le plus ? Elon Musk dans toute sa folie. Ok. Le livre que tu as le plus lu ? Le Petit Prince. L'étape la plus importante de ta vie ? Maintenant. Le pire conseil qu'on t'ait donné ? N'y va pas. La matière que tu préférais au lycée ? Le français. La question que tu te poses le plus souvent ? Est-ce que tu vas dormir cette nuit ? L'application dont tu te sers le plus ? La météo. Ok. La personne avec laquelle tu rêverais de dîner ? Elon Musk. Le pire discours de ta vie ? Plein de discours politiques. Le pouvoir que tu rêverais avoir ? La télétransportation, comme on dit. Ouais. Télétransportation. Je vais quand même faire les deux autres que j'avais prévus. Ta plus grande qualité ? C'est dur de répondre à cette question. C'est pour ça que j'aime bien. On répond en disant c'est les autres qui te le disent. Dans le business, je crois que je suis visionnaire. Et ton pire défaut ? Je vais souvent à la solution directement. Et donc, c'est fatigant pour les équipes. C'est-à-dire de pas passer par l'explication de pourquoi on fait comme ça. Ouais. Ça, pour le coup. C'est des questions dures, dis donc. Ouais, t'as vu, c'est pas évident. Hein. Mais moi, c'est toujours moi qui les pose. Je suis très content. Hein. Je veux pas qu'on me le fasse. C'est ça. Mais je pense qu'un jour, je ferai un truc où j'inviterai Corentin, qui avait fait le premier podcast, ou peut-être quelqu'un d'autre, mais qui sera de l'autre côté, qui me posera la question. Comme ça, je pourrais voir un peu ce que ça fait. Je peux te le faire maintenant, si tu veux. Allez, vas-y, si tu veux. Non. Si tu veux. Ah oui, mais tu les connais par cœur, c'est dur. Alors, je les change à chaque fois. Ah d'accord, donc, ok. Alors, il y a des questions qui reviennent. Alors, ton orateur préféré ? Mon orateur préféré, Édouard Baird. J'ai mis le chrono, du coup. Ah ouais ? L'entrepreneur qui t'inspire le plus ? L'entrepreneur qui m'inspire le plus... j'en ai aucun qui me vienne...
Je vais dire Christophe de Becdelièvre parce que je le connais quand même bien. D'accord. Le livre que tu as le plus lu? Cyrano de Bergerac. L'étape la plus importante de ta vie? Le jour où j'ai décidé de me lancer dans la formation prise de parole. Le pire conseil qu'on t'ait donné? Reste dans le salariat, reste dans la politique, t'es très bien là-dedans. La matière que tu préfères au lycée? L'histoire. La question que tu te poses le plus souvent? Comme toi, est-ce que je vais dormir ce soir? L'appli dont tu te sers le plus? Notion ou LinkedIn. D'accord. La personne avec laquelle tu rêverais de dîner? Ma grand-mère. Belle réponse. J'aurais pu répondre ça. Le pire discours de ta vie? Le pire discours de ma vie, c'est le discours... Il faut que je me rapproche du micro. Le discours qu'on m'a demandé de faire sans me prévenir avant le jour de mon mariage. Ah ouais. Et le pouvoir que tu aimerais avoir, que tu rêverais? Le pouvoir que je rêverais d'avoir, je pense que c'est la maîtrise du temps. Alors soit de pouvoir retourner dans le passé, soit de pouvoir revivre ma journée, soit etc. Bon bah, est-ce que je peux le refaire et changer mes réponses? Vas-y si tu veux. Non mais parce que quand tu me dis la personne avec laquelle tu rêverais de dîner, eh ben c'est toi qui as fait la plus jolie réponse. Et tu vois, moi ce serait mon père et ma tante et mes grands-parents. Et le pouvoir que tu rêverais d'avoir, moi je suis obsédée par le temps. Donc obsédée au sens où je trouve que ça passe trop vite, où j'ai peur de la mort, voilà. Et donc je trouve que ta réponse, je prends ta réponse. Ça marche, t'as le droit. Ton copyright et... Ouais. Alors je vais revenir. Après, alors, là t'es dur, hein, ton orateur préféré, j'ai dit moi, parce que honnêtement, je savais pas quoi dire. Hein. Mais moi, ça fait un peu arrogant. Mais je trouve que je me débrouille pas trop mal, parce que tu sais quoi, c'était tellement dur. Je me souviens la première fois que je suis passée sur une chaîne de télé, c'était France 3. Pour Capa, j'ai vomi juste avant, quoi. Quasiment, je transpirais de partout et tout. Et je trouve que, eh bien, en écoutant les autres, en lisant des livres, en suivant des formations, finalement, c'est un sujet qu'on peut facilement améliorer. Et donc, finalement, non, je garde moi parce que je suis fière des efforts et du travail que j'ai accompli sur ce sujet-là. Bah, t'as tout à fait le droit et t'as tout à fait raison. Non, mais je pense que, et je suis entièrement d'accord avec toi, j'ai un collègue qui dit souvent « on ne naît pas orateur, on le devient ». Oui. Et pour moi, c'est exactement ça. Je connais pas un seul grand orateur qui ait toujours été à l'aise. C'est que des gens qui ont bossé ça, qui se sont formés, qui ont pratiqué, qui se sont forcés à aller sur un truc qu'ils aimaient pas. Moi, c'est le cas aussi. J'étais pas du tout à l'aise quand j'étais plus jeune, j'étais très timide. Et j'ai bossé sur tout ça, j'ai lu, je me suis formé, j'ai créé des concours d'éloquence auxquels j'ai participé après. Ah, génial. J'ai fait plein de trucs comme ça. Et c'est comme ça que je pense être devenu un assez bon orateur, sauf le jour de mon mariage quand on me prévient pas avant. mais je me suis, j'ai beaucoup bossé là-dessus. Je reviens sur d'autres réponses que tu nous as données. L'étape la plus importante de ta vie, tu m'as dit maintenant. Ouais. Pourquoi maintenant? Parce que je trouve que quand j'ai appris à vivre le moment présent, ça a changé ma vie. Et donc, c'est pour ça que à la fois les bonnes choses et les mauvaises choses peuvent arriver tellement vite que j'essaie vraiment de vivre le moment présent. Et donc, c'est pour ça que maintenant, c'est important. En plus, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur le temps, finalement. Oui, tout à fait. Voilà. Moi, c'est un peu pareil. Enfin, j'en suis pas justement au même niveau. J'ai beaucoup de mal à vivre le moment présent. J'ai toujours l'avenir en tête. Aussi, mais justement, moi, j'essaie avec un peu de méditation. Donc, je fais des exercices dans ma tête, tout con. Hein. Je me pose pas en faisant comme ça que je sais pas faire. Quoique j'ai découvert le yoga, et alors c'est un truc qui me convient parfaitement, c'est marrant. Okay. Mais quand je vois que mon cerveau il commence à speeder ou que le stress monte, j'ai des petits exercices, je sais pas comment on dit, mais des mots techniques dans ma tête. Alors, quelquefois on me dit, en fait ça ressemble à de la méditation, ça me permet de me recentrer sur ce que je dois faire à ce moment-là, et donc j'essaie vraiment de vivre ce moment-là. Et tu peux m'en dire plus sur cet exercice, que ça m'intéresse par exemple, oui, alors, je l'ai déjà dit, hein, mais je fais la liste des métiers dans ma tête, des pays. Pardon, je vais prendre A, donc Angleterre, Allemagne, Autriche, Australie, Afrique du Sud, Albanie, Arménie. Tu vois, je vais tous me les faire, donc je les connais tous par cœur. Hein. Ouais. Ensuite, je vais prendre le B, mais parce que je les connais par cœur, quasiment, mais en fait, ça m'appaise. Parce qu'en fait, je me récite des choses, et donc,
mon cerveau s'arrête de tourner et voilà. C'est bizarre, mais c'est un truc que j'ai trouvé. Je suis sûre qu'il y a d'autres, tu vois, qui font des exercices de respiration. Tu sais, quelquefois, on dit, t'inspires 4, tu bloques, je sais pas combien, 7, tu souffles 8. Alors moi, déjà, c'est dans ma tête... C'est la cohérence cardiaque. Oui, peut-être, mais moi, dans ma tête, je me dis, comment tu peux inspirer 4 et souffler 8 ? Moi, je fais 8 et 8. Mais ça aussi, c'est un petit truc, tu vois, qui m'appelle. Par exemple, avant des prises de parole importantes, soit je fais ce petit exercice, mais je fais pas 4, je bloque 7 et je fais 8, je fais 8, 8. Mais tu vois, rien que le fait de me concentrer sur ma respiration, et un truc, alors je sais, ça va peut-être surprendre les gens, mais le fait de se dire qu'on respire sans y penser, mais je trouve ça extraordinaire. Donc quand j'arrive à repenser que mon corps respire tout seul, je trouve ça tellement incroyable que pareil, ça m'apaise. Alors la cohérence cardiaque, moi souvent quand j'en parle, je conseille plutôt de faire 4, 4, 4, 4, 4, enfin même durée en fait. Inspiration, blocage, expiration, blocage, sur le même timing. Voilà. Parce que le but en fait c'est de travailler presque à flux tendu entre guillemets, et donc d'être maximum capacité d'inspiration et maximum expiration, et de gérer l'influx sur ce timing. Mais c'est d'avoir justement un rythme régulier d'inspiration, de blocage, d'expiration. Voilà. Moi c'est quelque chose que je fais très souvent, je fais avant chaque prise de parole. Ouais, mais juste le fait de penser qu'on respire. Juste s'arrêter, et donc de penser à s'arrêter. Mais de penser à s'arrêter sur juste la sensation d'inspirer, d'expirer, moi, ça me calme beaucoup. Et donc, ça m'aide dans des moments un peu de stress. Tu vois, quand je dois prendre une grosse décision, quand je dois prendre une prise de parole. Mais après, quelquefois, tu es pris dans le flux et tu n'as pas le temps de le faire. Ouais. Mais voilà. Mais c'est un petit exercice, je crois, alors moi que je fais pas, mais dont j'ai entendu parler, qui est tout simplement l'exercice de conscience, c'est-à-dire juste de savoir s'arrêter 30 secondes, même pas, et de se dire, là j'ai conscience de ce que je suis en train de faire, que je respire, qu'il y a ça qui se passe, de mon environnement, de ce qu'il y a autour de moi. Et en fait, apparemment, ça apaise. J'avoue que j'ai jamais trop fait ça. Mais... Moi, il y a un truc, par exemple, à Paris, puisque je travaille à Paris, donc j'y suis beaucoup, mais à Paris, t'as pas beaucoup d'endroits où tu peux voir les levées et les couchers de soleil. Ouais. Alors, quand j'ai la chance d'en voir, soit à Paris, quelquefois, quand tu es en bas des Champs-Élysées, que tu vois quand même le coucher de soleil en haut, ou bien sûr en voyage. Alors là, quand je vois un lever de soleil ou un coucher de soleil, je trouve ça tellement incroyable aussi, que c'est des moments où j'aime bien m'arrêter. Voilà, c'est tout simple, mais moi, ça me fait du bien. Tu m'as parlé 2 fois d'Elon Musk. Ouais. Est-ce que... Parce que le gars, c'est quand même un truc de malade, quoi. Ah bah oui. Moi, je suis épaté par ce gars. En tout cas, c'est l'inventeur de mon époque. Ouais, voilà. Il y en a plein d'autres. Il y en a plein en médecine, il y en a plein... Mais quand même, arriver à faire des voitures électriques, plus en même temps, envoyer des fusées dans la Lune, peut-être nous préparer sur Mars. Je trouve que ça foisonne de tellement, et en plus, il y arrive. Et donc il y arrive. Oui, il est génial, oui, il est peut-être Asperger, mais à côté de ça, c'est une puissance de travail, c'est une puissance de prendre les bonnes décisions. Donc c'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer, ouais. Parce que je me dis, tu vois, il me faudrait un petit moment pour me dire, j'ai pas beaucoup de temps avec lui, donc c'est quoi les 3 bonnes questions que je lui poserais pour que ça m'apporte le plus dans ma carrière. Et je les ai pas là, hein. Mais voilà, quoi. Donc c'est quand même on peut dire ce qu'on veut, quoi. Tu vois, c'est toujours facile de critiquer, quoi. Mais de là où le gars il est parti et ce qu'il a réussi à faire, incroyable. Moi je vais te dire que j'ai pas répondu ça parce que tu l'avais déjà dit, mais je pense que sinon c'était Elon Musk. Enfin je suis épaté par le parcours de ce gars. On est d'accord ou pas avec sa vision, avec son truc, au moins lui, il est très honnête sur ce qu'il pense. Et j'apprécie assez les gens comme ça, qui ne cachent pas ce qu'ils pensent. On est d'accord ou on n'est pas d'accord, peu importe, au moins c'est honnête, et il n'y a rien qui est dissimulé. Il y a une vision qui est claire et il se donne les moyens de les réaliser. Et ça, je suis toujours épaté pour ça. Mais c'est pour ça que je suis admiratif des entrepreneurs. C'est parce que pour moi, l'entrepreneur, quel que soit le niveau, entre guillemets, c'est ça. C'est quelqu'un qui a une vision, qui veut réaliser quelque chose et qui se donne les moyens de le réaliser. Il y a ça. Et puis aussi, il y a le côté un peu aventurier aussi. Moi, par exemple, j'admire Thomas Pesquet. Pour le coup, je pense que ce serait plus facile que je le rencontre. Je crois que je vais me mettre ça comme objectif 2024. Rencontrer Thomas Pesquet. Ouais. C'est quoi, je vais essayer de le faire. On va voir si j'y arrive. Tu m'invites quand tu le fais. Non, peut-être moi toute seule. Non, mais tu vois, et en fait, moi, je suis admirative des aventuriers
Alors Thomas Pesquet, elle est dans l'espace, quoi. Oui. Même si derrière, c'est une brute en maths et qu'il est capable de tout expliquer par des maths, quand même, faut avoir le courage de le faire, faut avoir le... Ouais. Donc, et puis, il me semble être resté humble aussi. Et donc, voilà, c'est toujours intéressant. Et donc, Elon Musk, pareil, se dire, je vais envoyer des fusées dans l'espace. Voilà, l'espace, quand même, est quelque chose dans lequel j'irai certainement jamais, parce que j'en ai très peur. Mais je trouve ça incroyable qu'il y ait des aventuriers comme Christophe Colomb ou d'autres qui ont traversé les océans. Eux, voilà. Moi, j'ai plus un truc sur les cousteaux, parce que en fait, je pense qu'on a à peu près autant à découvrir tout à fait. Dans l'espace accessible que sous l'eau. Tu sais, c'est marrant ce que tu dis, parce que mon grand-père était sous-marinier pendant la guerre. Et donc, l'eau aussi, c'est incroyable. Bon, voilà, donc tous ces univers qu'on connaît pas encore, même si on en connaît déjà pas mal, les gens qui osent y aller, qui osent s'immerger là-dedans et nous faire découvrir des nouvelles choses, je trouve ça incroyable. Ouais, je suis entièrement d'accord. Je te propose qu'on passe à l'interview inversée. Ah, d'accord. Donc là, c'est toi qui vas me poser des questions sur ce que tu veux. Tu as des questions sur ce que je fais. J'ai une question. Donc, okay. Ce serait quoi tes 3 conseils, pas 4, 3, pour être bon en pitch? Mes 3 conseils pour être bon en pitch. D'abord, il y en a un qui est pour moi essentiel, c'est de comprendre qu'on répond à un problème et qu'on apporte une solution. On n'est pas là pour faire du gadget. Si on comprend le problème et qu'on comprend la solution, déjà, pour moi, il y a la moitié du chemin qui est fait. Donc c'est s'attacher à ça, exposer le problème. Alors il y a des trucs, la théorie du problème dur, j'ai plus le détail, je vous le mettrai éventuellement dans la description. Mais c'est vraiment ça, s'attacher à décrire le problème et la solution qu'on apporte. Ça pour moi c'est la première chose. Ensuite, le deuxième point, même les 2 autres points, ils vont être un peu plus sur la forme. C'est pas suffisant ces 3 points-là, mais c'est pour moi essentiel. Sur la forme, c'est d'apporter des preuves. C'est-à-dire des preuves par des témoignages, par des chiffres, par des exemples qu'on donne. En fait, une idée, c'est quelque chose d'abstrait. Et le cerveau n'enregistre pas l'abstrait. Donc, c'est d'apporter à chaque fois une image et d'associer chaque idée à une image pour que la personne à qui on s'adresse retienne bien l'idée qu'on présente. Et le troisième point, c'est basique, mais je vois la même erreur à chaque fois, c'est qu'il faut 2 decks. Un deck qu'on envoie et un deck pour présenter. Parce que le deck, si on fait un seul deck, ça veut dire que soit celui qu'on envoie n'est pas assez complet, soit celui qu'on présente est beaucoup trop complet. Et c'est ce que je vois tout le temps. Surtout le deuxième cas. C'est qu'en gros, s'il y a la totalité des chiffres, la totalité des infos, et qu'en gros, l'orateur n'apporte rien, le pitch ne sert à rien. Le pitch, il est là pour qu'on écoute la personne qui parle. Ensuite, on va voir tout le reste des détails, tous les chiffres, tous ces détails-là, dans le deck papier qu'on va recevoir. Mais avoir 2 PowerPoint ou fichiers, peu importe, distincts, parce que c'est pas la même chose de présenter à l'oral et de lire un dossier. Et que s'il y a trop d'éléments, les personnes vont se concentrer sur ce qu'ils voient, sur le texte, et finalement ne vont rien écouter. L'exemple là-dessus, c'est quand on va chez le médecin. En général, on va dire qu'on va chez le médecin de famille. Il y a toujours la même affiche de prévention qui est là depuis 10 ans, c'est la même. Et à chaque fois qu'on est dans la salle d'attente, consciemment ou inconsciemment, on la lit et on la relit. Parce que notre cerveau, dès qu'il voit du texte, il se concentre sur le texte. On n'y peut rien, mais c'est comme ça. Et donc, si on met trop d'infos sur le deck, on va rien écouter. Ok, je retiens. Ça marche. Autre question. Qu'est-ce que tu penses alors des pitchs de Steve Jobs? Quand par exemple il a présenté l'iPod, est-ce que c'est un modèle à suivre? Alors, le modèle de Steve Jobs, il est excellent. Simplement, il est tellement exigeant que je pense qu'il est impossible à reproduire pour un entrepreneur lambda, entre guillemets. Steve Jobs, il répétait pendant des jours, pendant des heures. C'était plus que du par cœur. Il écrivait tout, le geste qu'il va faire, à quel moment il va se déplacer, où il va se déplacer, l'intonation sur tel mot, sur tel truc, etc. C'est vraiment une chorégraphie. Donc oui, le résultat est excellent, mais à reproduire, il faut avoir le luxe de pouvoir passer des heures à la préparation d'une présentation. Et je pense que les entrepreneurs ont rarement ce temps-là. Donc c'est très bon, mais c'est difficilement imitable.
Je te propose de passer à la carte blanche, donc un sujet dont tu veux nous parler. Peut-être d'entrepreneuriat, Ouais. parce que c'est un peu avec l'émission Qui veut être mon associé, plus moi qui relance une boîte dans l'IA. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que je trouve que derrière le fait, on parle beaucoup des entrepreneurs, on a beaucoup parlé des entrepreneurs qui ont lancé leur start-up. Aujourd'hui, il y a une espèce de démocratisation, et que je trouve extraordinaire, où maintenant plein de gens très différents parlent d'être entrepreneurs. Donc je trouve que ça, c'est une victoire incroyable. Et la deuxième victoire incroyable, c'est aussi que maintenant, il y a des gens qui se voient entrepreneurs en étant salariés. Donc Oui. ce qu'on nomme l'intrapreneuriat. Et au final, en fait, je trouve que ce qui se passe en ce moment, c'est ultra positif pour la France. La France qui est quand même le pays des entrepreneurs, voilà, et il faut le dire, où les entrepreneurs sont extrêmement soutenus, extrêmement aidés. Et donc, eh bien, je trouve que ce mouvement est incroyable. C'est-à-dire quand je vois, il y a 10 ans, la French Tech a 10 ans en 2023, donc il y a un peu plus de 10 ans, en fait, il y avait rien en France. Rien n'existait. Il n'y avait pas d'endroit où des startups se réunissaient. Quoi. Il y avait 4 startups qui se battaient en duel avec Grandjean, Niel, Simon Sini, PKM, et puis voilà. Et en fait, ils ont été les précurseurs, les pionniers. Ils se sont accrochés, ils ont fait des histoires incroyables, ils ont écrit des histoires incroyables. Ils nous ont vraiment ouvert la voie. Ouais. Et puis ensuite, voilà, en 10 ans, moi je me souviens très très bien, parce que j'étais au tout début, par exemple, de France Digital. On était 5-6, puis après les investisseurs sont venus, et puis après les startups. Et puis aujourd'hui, en fait, il n'y a pas une école qui ne parle pas d'entrepreneuriat, que ce soit des écoles d'ingé ou des écoles de commerce. Bientôt, ça va arriver à la fac. Ça arrive déjà un peu, je trouve, dans les facs. Ouais, bien sûr. Il y a déjà plein de choses, ouais. Donc en fait, je suis extrêmement fière d'être dans la deuxième vague des pionniers, d'avoir fait ce que j'ai fait, parce que moi, mon histoire, elle est un peu... voilà, moi, je suis partie de la cité, j'ai commencé à bosser à 14 ans, et puis finalement, j'ai fait une boîte qui a été rachetée par le leader mondial, une boîte d'algorithmes, finalement. Et quand tu te ressens, tu te dis, waouh, trop contente. Et puis là, de relancer une boîte dans l'IA. Donc en fait, je suis extrêmement heureuse de ce moment, parce que les agriculteurs parlent d'IA. Tous les grands groupes, bien sûr, et investissent énormément dans l'innovation. Tout le monde a compris que c'était indispensable. Et la France a compris que les entrepreneurs étaient indispensables. Donc en fait, je trouve que c'est un moment incroyable. Et tout ça s'est créé en à peine 10 ans en France. Oui, et c'est vrai que ça allait super vite. Ouais. Et je le vois aussi avec le nombre de projets. En fait, avant, on ne s'en rend pas forcément compte. En fait. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à travailler dans ce milieu-là. Avant, je travaillais en politique, et qui est finalement très éloigné de tout ça. Ensuite, en tant que formateur, je me suis mis à travailler avec des accélérateurs, des incubateurs. Et c'est là que je me suis rendu compte du nombre de projets qui sont créés chaque année, de projets qui sont financés, qui sont développés. Et je pense que tout le monde ne se rend pas forcément compte de tout ce qui se crée. Ouais, alors de tout ce qui se crée, t'as raison. Et donc, il faut arriver à mettre tout ça en valeur. En revanche, que tous les Français s'en rendent compte, maintenant, je pense que c'est le cas. C'est-à-dire que même les parents qui sont à l'usine ou qui travaillent dans la grande distribution ou des secteurs comme ça, où tu vois, sur des métiers manuels et tout, l'hôpital, voilà, là, tous ces secteurs-là commencent à être complètement irrigués par les startups, par les entrepreneurs, les enfants qui parlent à leurs parents le soir, voilà. Donc, on vit quand même une période incroyable. Ouais. Cet esprit entrepreneurial, en fait, pour moi, il a des valeurs importantes qui sont fondamentales pour l'avenir de la France. Pour moi, bien sûr, c'est le travail. Donc, je parle beaucoup du travail parce que je pense que c'est une valeur fondamentale. C'est l'audace, c'est le courage. L'audace et le courage, pour moi, c'est pas exactement pareil. Mais toutes ces valeurs-là, on les retrouve chez les intrapreneurs et chez les entrepreneurs.
Et c'est indispensable à la France. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, t'as un jeune sur 2 qui veut monter sa boîte ou qui en rêve, ou qui, voire même plus, quoi. Tous les jeunes sont comme ça et c'est génial. Et c'est génial parce qu'en fait, c'est le terreau de l'innovation pour les 50 prochaines années, quoi. Ouais, et puis même si... je trouve qu'on apprend toujours en entreprenant, qu'on en fasse son métier, que ça reste notre activité principale ou pas. Bien sûr. Moi, si demain, pour une raison X ou Y, je dois revenir au salariat, c'est pas du tout ce que je souhaite, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui, parce que le salariat, quand t'es quand même correctement payé dans un grand groupe, avec tous les avantages, le CE, les voyages, les collègues, la cantine, etc. Moi, j'en rêve de redevenir salarié, parce que quand t'es entrepreneur, c'est le stress, voilà, c'est plus dur que tout. Ah bah, oui. Mais quand même, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ces valeurs-là, et ces valeurs-là, aujourd'hui, elles reviennent en force, et ça fait du bien à tout le monde, quoi. Et puis, je suis bluffée par les jeunes, quoi. Moi, je vois ce que tu disais tout à l'heure, quoi, les idées et tout. Tu te dis, mais attends, comment t'as fait pour trouver ça, quoi, tu vois, même dans l'émission, là. Je me dis, mais comment t'as fait pour trouver un truc aussi basique que ça, et personne n'a eu l'idée avant, et machin. Donc, je trouve ça incroyable, parce que finalement, c'est notre avenir, c'est notre santé, c'est notre pouvoir d'achat, c'est notre bien-être, quoi. Ça joue sur tout, et je pense que ça ne peut aller qu'en s'améliorant. Donc, je dirais un peu en conclusion, faut pas avoir peur de l'innovation. L'être humain, et moi la première, quelquefois on se pose des questions, on se dit, il vaut mieux accompagner parce que ça ne peut être que du mieux. Tu vois, moi je pense, quand j'étais petite, tous les week-ends, il fallait que je parte avec ma mère, mon caddie, faire les courses au supermarché, parce que ma mère n'avait pas de voiture, au supermarché qui était à 2 km. On rentrait avec les trucs, c'était le samedi. Aujourd'hui, tu commandes et t'es livré, quoi. Juste, revoyons ce qui s'est passé juste les 10 dernières années. Et là, vous prenez ça, vous le multipliez par 10, et c'est ce qui va se passer dans les 10 prochaines années avec l'IA. Ah, mais je pense qu'on n'est pas prêt. Si. On n'est pas prêt à tout imaginer, mais je pense qu'on est prêt à ce que ça nous aide, quoi. Ah oui, bien sûr. Ouais. Écoute, je pense qu'on va pouvoir arriver à la conclusion. Il y a juste une dernière question que je voulais te poser, parce que je te l'ai demandé avant qu'on commence à enregistrer, et que j'aime beaucoup tout ce que tu m'as présenté. C'est l'origine du nom de ta nouvelle société, Volubill. Ouais. J'aime beaucoup toute la présentation que tu en as fait, donc je pense que ça peut intéresser les gens de l'entendre aussi. Alors, le nom, c'est important à choisir. Bon, puis après... quelquefois, je me dis aussi, Apple, ça s'appelle quand même Apple, hein, c'est-à-dire une des premières boîtes valorisées dans le monde qui a créé l'iPhone, qui s'appelle Apple comme une pomme. Bon, c'est quand même très très con, hein. Et puis après, il y a du storytelling là-dessus. Puis en fait, c'est souvent le service ou le produit qui fait la marque. Mais il faut quand même se trouver un nom. Et moi, je voulais un nom qui exprime bien ce que notre produit fait, qui soit mémorisable facilement, internationalisable si on se lance à l'international, qui coûte pas trop cher, parce que je voulais pas payer 300 ou 400 000 $ pour acheter un nom, et c'est compliqué aujourd'hui parce qu'il doit y avoir des machines, justement des robots qui prennent tous les noms possibles et inimaginables. Alors tu vas chercher, voilà, et puis un nom qui évoque ce qu'on fait. Et donc nous, comme je te l'ai dit, on a créé donc Volubill. C'est une machine qui parle comme un être humain, qui réfléchit comme un être humain, qu'on va déployer dans des fonctions de relations commerciales et de relations clients. Et en fait, Volubill, on a eu du mal à trouver. Hein. J'ai même fait appel à mes friends LinkedIn en disant, écoutez, aidez-moi, est-ce que vous avez des astuces et tout ? Parce qu'à chaque fois qu'on trouvait un nom un peu sympa, il était pris en nom de domaine. C'est ultra galère de trouver un nom de domaine. Et en fait, on est tombé un jour sur Volubill. Alors, c'est arrivé en se disant, mais qu'est-ce qu'on fait vraiment ? Qu'est-ce que fait notre machine ? Elle parle. C'est quoi les mots qui expliquent que ça veut dire parler ? On est tombé sur Volubill. Et Volubill, la définition du Larousse, c'est quelqu'un qui parle aisément, facilement et avec de l'empathie. Et qui parle beaucoup. Ouais. Et donc, je me suis dit, bon, déjà, c'est un peu comme moi. Alors, le aisément, le facilement, j'y travaille, mais le beaucoup, j'aime bien parler beaucoup. Et donc, on s'est dit, mais Volubill, c'est exactement ce que notre machine va faire. C'est un peu mignon. Et puis surtout, sur Google, en fait, t'as que la définition du dictionnaire. T'as rien d'autre, t'as aucune boîte, tu vois ce que je veux dire, quoi. Et donc, on va être tout seul sur la page. Donc, on s'appelle volubill.ai et notre machine, elle s'appelle aussi Volubill parce qu'on trouve que c'est un petit nom sympa. Parfait. Voilà, donc on lance notre nouvelle boîte en ce moment et écoute, on va beaucoup travailler. Ouais, j'imagine. Mais on est sur un secteur avec une très grosse innovation, donc ça va être cool, quoi.
Parfait. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour Volubile, mais j'ai Merci aucun beaucoup. doute sur le fait que ça va marcher. On croise quand même les doigts. Voilà, c'est réussir sa boîte, c'est réussir pour moi. Chacun réussit sa boîte comme il veut, hein, mais pour moi, c'est la faire grossir, apporter le meilleur service à de plus en plus de clients qui soient contents. Donc il y a beaucoup de boulot, mais en tout cas, c'est super excitant. Trop bien. Eh bien, écoute, déjà, est-ce que tu veux rajouter un dernier mot avant qu'on conclue ? Oui. Je voudrais te dire merci beaucoup pour ton invitation. Je t'en prie. J'ai passé un super moment qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et je garde en tête de nos échanges le truc que j'espère que ce soir, je vais rêver que je dîne avec mon père, ma tante et mes grands-parents. Ça marche. Ça sera un beau rêve. Donc, merci de m'avoir fait penser à des jolies choses. Mais c'était intense. Hein, et merci pour tes 3 conseils. Je t'en prie. Pour le pitch. Et je te promets que je vais les garder en tête et je vais essayer de les appliquer. Ça roule, j'espère bien. Tu me diras ce que ça donnera. Ouais, très cool. En tout cas, merci beaucoup à toi. J'étais vraiment ravi de t'accueillir. Et puis, moi aussi, j'ai appris énormément de choses sur qui veut être mon associé, l'entrepreneuriat, etc. Donc, tu nous as appris énormément de choses. J'espère. Je pense que j'essaierai de faire des posts LinkedIn pour reprendre certains points, etc. Avec plaisir. Donc, de toute façon, on continue à rester en contact sur Bien LinkedIn. sûr. Est-ce que tu as une idée d'invité éventuellement pour un prochain épisode ? Pour toi ? Ouais. Moi. Allez, on reprogramme. Parce que c'était trop court. Alors, c'est toujours trop court. Ouais, c'était trop court. C'est pour ça que c'est toujours intense. Non, allez, Elon Musk. Ok, ça va être plus galère de l'approcher, mais je vais essayer. Ah, écoute, je lui envoie un message. Moi, je dis toujours qu'il ne tente rien n'a rien. Mais d'ailleurs... Le pire qui puisse t'arriver, c'est quoi ? C'est qu'on ne te réponde pas ou qu'on te dise non. Ça, c'est un truc pour tous ceux qui nous écoutent. Moi, je dis souvent ça. Mais d'ailleurs, c'est un peu comme ça que je t'ai contacté. Hein. Et alors ? Un peu en me disant, au pire, elle me répond pas. Et finalement, tu m'as répondu le jour même et on a pu organiser tout ça le jour même. Donc, trop sympa. Parce que les gens, ils sont toujours étonnés. Parce que tu sais, il y a des gens, quelquefois, ils ont leurs équipes de com, leur machin. C'est moi qui fais tout. Donc, c'est moi qui réponds. Et donc, tu vois, je t'ai répondu tout de suite. Ouais, et c'était trop cool. Encore un grand merci. On peut te retrouver sur LinkedIn, sur ton podcast que j'écoutais, qui est génial d'ailleurs. Voilà, on lâche rien. On lâche rien. Donc, toutes les semaines, il sort le jeudi matin. Ça marche. Voilà, et là, je vais avoir des beaux invités qui arrivent. Ah j'en doute pas. Déjà, le premier épisode... Ouais, c'était sympa. C'était trop bien. Ouais. Moi, en plus, tes 2 invités, je les adore. Ah, cool. J'avoue que t'as écrit, ça faisait longtemps que je voyais plus trop ce qu'ils faisaient. Ouais. Et j'étais content de le revoir. Moi, c'est quand j'étais ado, je faisais du skate, etc. Donc j'étais trop content de le réentendre. Donc franchement, allez l'écouter, ça vaut vraiment le coup. Voilà, merci. LinkedIn Podcast, éventuellement ailleurs. LinkedIn, la preuve, je t'ai répondu tout de suite. Ouais. Donc LinkedIn, Stéphanie Delestre. Ok, parfait. Voilà. Pour vous, écoutez, je vous invite à me dire nous dire d'ailleurs ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire, à éventuellement nous poser des questions, nous donner des suggestions d'invités. Moi, je suis toujours à l'écoute, je réponds à toutes les questions aussi. Je suis moins pris en termes de temps, mais tout aussi accessible. Bon, c'est pas vrai, tu fais plein de choses. Hein, et puis surtout, n'oubliez pas de ne pas vous abonner, comme ça vous êtes certain de louper les prochains épisodes. Merci beaucoup à tous et à la prochaine. Ciao!